Il y a une grosse ambiance de fin du monde à Cannes. Je suis à la gare, j'attends que mon train arrive en espérant qu'il va arriver parce que ça fait 2 heures qu'il y a une coupure de courant généralisée dans toute la ville et je crois toute la région. J'ai eu très peu d'infos pendant 1 heure jusqu'à ce que j'aille au Palais des Festivals où là le Wi-Fi et le réseau marchent parce qu'ils ont un générateur visiblement. Il y a quelqu'un qui joue du piano à la gare et qui divertit les gens. Mais tout le monde est un peu hagard. Il y a pas mal de gens qui ont fermé leurs boutiques dans la rue. Tout le monde est dehors sur le trottoir à regarder son téléphone portable ou à discuter, à se demander quand est-ce que le courant va revenir. Il y a vraiment que au Palais des Festivals où tout a l'air de rouler. Les gens ont même pas l'air de se rendre compte qu'il y a un problème parce que le réseau marche. Et ouais, c'est vraiment étrange comme ambiance pour finir le festival. Pendant la matinée, il y a les projections qui avaient lieu du coup à Cannes ont été coupées. Il y a une sirène qui a retenti dans la ville. C'était assez flippant. Malheureusement, je suis partie du coup de Cannes un peu dans la panique et la précipitation. Voilà, on peut pas dire qu'on se sera ennuyé cette année. Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 7 de Anaïs se fait des films, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du Festival de Cannes. Ça y est, c'est fini. D'ailleurs, j'ai plus de voix. Tous les ans, je stresse, je râle, je me dis qu'on doit tous être un peu détraqués pour s'infliger ça, et pourtant tous les ans, lorsque j'assiste à mes dernières projos ou que je vais sur le port manger une pizza de la taille de ma cuisse pour la dernière fois, j'ai vraiment le cœur serré. Le Festival de Cannes, c'est un moment tellement intense de stimulation intellectuelle, un moment de communauté très fort aussi. C'est une expérience complètement folle. Et cette année, il faut dire qu'on a eu droit à une bonne couche de folie supplémentaire. Samedi matin, le jour de la cérémonie de clôture, un peu avant 10h, j'étais toute seule dans mon appart, en train de faire ma valise, quand la lumière s'est éteinte et 3 sirènes d'alerte ont retenti. J'ai immédiatement écrit un message à mes potes pour leur demander ce qui se passait, si eux aussi avaient entendu l'alarme. Mais le message n'est pas parti, vu que le réseau était coupé. Honnêtement, j'avais dormi 3 heures, j'étais sur le point de quitter Cannes et je me suis dit, putain, avoir la gueule de bois le jour de la fin du monde, c'est quand même un peu relou. J'ai passé quelques minutes à surveiller ma fenêtre et puis comme je voyais ni nuages atomiques ni milices armées, je me suis quand même décidée à sortir dans la rue et essayer d'enquêter pour savoir ce qui se passait et si oui ou non j'allais être bloquée à Cannes pendant l'apocalypse. Et effectivement, dans la rue, il y avait une grosse ambiance fin du monde. Plus de feux de signalisation pour réguler le trafic. Sur la 4 voies, je vous raconte pas le bordel. Plus de distributeurs, plus de commerce, plus de lumière, plus de coups de fil, plus rien. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être dans Ravage de Barjavel. Tout le monde est devant sa porte en train de regarder son téléphone et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Les commerçants ferment la devanture de leur boutique. Le coiffeur du bas de la rue me dit « Apparemment, c'est national ». À la gare, je vais poser une question à un agent de sécurité. Je lui demande s'il sait ce qui se passe et il me dit « Oui, je pense que c'est une attaque hybride, c'est un coup des Russes ». Je lui ai dit que ça pouvait être bien de peut-être pas répandre des rumeurs anxiogènes à la gare alors que personne ne savait ce qui se passait. Je me dirige vers le palais et en route, je croise quelques personnes qui arrivent à téléphoner. J'en alpague un responsable de la boutique Dolce & Gabbana, et je lui demande si je peux lui emprunter son téléphone portable pour passer des coups de fil. Il accepte, ce qui est très gentil de sa part, et j'appelle tout de suite Paris, Aurélie, ma monteuse, puisqu'on était quand même censé finir le montage d'un épisode de podcast ce matin-là. Ça répond, je me rends compte que visiblement à Paris tout se passe bien et personne n'a idée de ce qui se passe à Cannes, je suis un petit peu plus rassurée. Finalement j'arrive devant le palais, ce qui me permet de retrouver plein de têtes connues et aussi, miraculeusement, du réseau. En fait, le Palais des Festivals dispose d'un système d'alimentation indépendant. Ça a été un peu mon phare dans la tempête, la métaphore est un peu grosse, mais bon. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai failli pleurer en recevant des dizaines de messages et en réalisant que le problème n'était pas national, que ce n'était pas une attaque hybride des Russes et qu'a priori, tout allait bien se passer, qu'il y avait juste une coupure de courant généralisée dans la ville et une partie de la région. L'année dernière, pendant Cannes, le réseau Bouygues avait sauté dans toute la ville suite à un orage et j'avais perdu le Wi-Fi pendant 2 jours. Là, on a clairement eu droit à un upgrade dans la catastrophe et je commence un peu à me demander si l'univers cherche à me dire quelque chose. Avec toutes ces histoires, j'ai à peine le temps de faire un dernier stop au stand Nespresso du Palais, de dire bonjour de la main à quelques amis, de lire mes messages et je repars dans la précipitation pour attraper mon train. Je m'arrache au Palais des Festivals et au Wi-Fi, qui va encore me manquer pendant 2 heures. I wish I knew how to quit you. À la gare, on a de nouvelles scènes de chaos, sans électricité, impossible d'afficher les voies, les horaires, les repères des wagons. C'est donc le staff de la gare qui crie toutes les infos en boucle et on essaye de se repérer du mieux possible pour savoir sur quelle voie aller. Franchement, le staff a été impeccable. Tout le monde s'est plutôt bien comporté. Le train arrive avec à peine quelques minutes de retard. Je me pose.
Et là, je relâche tout. Pour moi, le festival s'est terminé assez abruptement. D'habitude, le dernier matin, j'aime bien faire un tour de Cannes, aller au palais, passer à la boutique de souvenirs, marcher dans tous les endroits que je préfère et que je vais pas revoir pendant un an. Oui, je suis de nature un peu mélancolique. Clairement, cette année, c'était pas possible. Cette édition très, très, très intense s'est achevée dans le chaos. Mais heureusement, le courant sera rétabli quelques heures plus tard et la cérémonie de clôture se déroulera sans encombre. Et d'ailleurs, je vous propose de passer en revue le palmarès de cette 78e édition du Festival de Cannes. Un palmarès plutôt joli, j'aurais pas forcément choisi cet ordre-là, mais je dirais qu'à peu près tous mes films préférés se sont retrouvés primés. C'est pas toujours le cas, donc bravo à ce jury. The Palme d'Or goes to... La Palme d'Or revient. The Palme d'Or. La Palme d'Or. Il y a certains films dans le palmarès dont je ne vous avais pas parlé. C'était fait exprès, j'avais tout prévu. C'est le cas de la Palme d'Or d'ailleurs, Un simple accident, de Jafar Panahi. En vrai, j'avais pour projet de vous parler de ce film à chaque épisode du podcast, mais à chaque fois, il y a eu trop de films dont j'avais plus envie de vous parler que de celui-là. Dit comme ça vous donnera peut-être pas envie, pourtant c'est un bon film que j'ai beaucoup aimé. میگم دوز این داروی شاید زیاد بوده کارشو ساخته. نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشیم. تا کی باید منتظر باشیم؟ تا وقتی که بهوش بیاد. چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور. حق داره بدونه چرا گرفتیمش. نه بابا. Le film démarre dans la voiture d'un père de famille qui est avec sa femme et sa petite fille. Et ils ont un léger accident, un simple accident comme le dit le titre, qui fait qu'ils sont obligés d'aller voir un garagiste en urgence. Or, un employé du garage croit reconnaître le père de famille. Il se trouve que ce garagiste avait été emprisonné et torturé il y a plusieurs années par le régime iranien. Il avait les yeux bandés, donc il n'a jamais su qui était responsable de la torture qu'il a subie. Mais il entend un bruit très spécifique et il pense que ce père de famille est la raison de tous ses malheurs. Et donc ce qu'il va faire, c'est le suivre, le kidnapper et vouloir se venger. Le problème, c'est que même nous, on ne sait pas si cette personne est véritablement le tortionnaire du garagiste ou pas. Et il a un petit doute. Et donc, au lieu d'exécuter son plan, il va contacter d'autres amis à lui qui avaient aussi été torturés par la même personne et leur demander ce qu'ils en pensent. Donc le film se regarde comme une fable morale, à la fois un thriller très captivant, mais aussi une comédie. Le casting est super, la fin est géniale et c'est un film qui pose plein de questions puisque on se demande si effectivement le garagiste est tombé sur la bonne personne, mais aussi ce qu'il devrait faire et si nous, à sa place, on choisirait de se venger ou au contraire, cet homme qu'on a d'abord rencontré comme père de famille au début du film, on devrait lui laisser une chance. Et c'est un film qui, derrière une forme plutôt grand public, divertissante et parfois légère, est très énervé dans ce qu'il raconte puisque c'est une dénonciation de la violence du régime iranien. Le fait qu'il gagne la Palme d'Or était assez attendu. Pourquoi ? Parce que Jafar Panahi, c'est un cinéaste qui a reçu l'interdiction de tourner des films. Il a été arrêté et emprisonné plusieurs fois par le régime iranien. Il avait une interdiction de quitter le territoire depuis 15 ans. Il a fini par se réfugier en France il y a 2 ans. Et donc là, c'était la première fois en 15 ans qu'il remettait les pieds au Festival de Cannes. Pendant toute sa carrière, à cause de ses différents emprisonnements et de ses différentes condamnations, il a été empêché par le régime iranien de se rendre à plein de festivals où il était sélectionné, où il devait être membre du jury. Et malgré l'interdiction qu'il a reçue de faire des films, il a continué à tourner. Il a d'ailleurs été récompensé maintenant dans tous les festivals européens majeurs, que ce soit Venise, Berlin ou Cannes. Il s'est toujours débrouillé pour tourner de manière clandestine, par exemple en tournant dans des voitures, et c'est aussi le cas dans ce film, en ayant 2 équipes de tournage, une vraie et une fausse. Il a trouvé plein de méthodes. Il avait même réussi à envoyer un de ses films au Festival de Cannes de manière clandestine sur une clé USB. Et il y a 15 ans, quand il avait été emprisonné une première fois et qu'il faisait une grève de la faim, Juliette Binoche, qui était la présidente du jury à Cannes cette année, l'avait soutenu publiquement. On s'attendait donc, avant même que le festival commence, à ce qu'il puisse potentiellement avoir la palme, à la fois pour ce que ça symbolise et aussi pour les liens qu'il a avec Juliette Binoche. C'est donc clairement ce qu'on pourrait appeler une palme politique. Alors, comme le film Nécessaire, dont l'expression dont je vous parlais il y a quelques épisodes, c'est pas toujours perçu comme un compliment de dire une palme politique. Ça sous-entend que c'est pas le film qui mérite, mais surtout le contexte qui entoure le film. Là, honnêtement, je dirais que c'est les deux. C'est vraiment un excellent film, mais c'est aussi, de toute évidence, une palme qui récompense la carrière du cinéaste et son courage. Son discours était très émouvant, toute l'équipe était sur scène, en larmes. خیلی سخت حرف زدن. C'est vraiment difficile de parler. قبل از اینکه چیزی بگم اجازه بدین در تمام این مدت که سختی‌های
عدم حضور من رو خانواده‌ام کشیدن ازشون تشکر کنم. Avant de dire quelque chose, permettez-moi de remercier ma famille pour tout le temps que j'étais pas présent avec eux. Et le voir physiquement présent à Cannes, alors qu'il a été empêché depuis des années d'exercer son métier, ça avait quelque chose de très très fort. Personnellement, je dirais que c'est pas le film de Jafar Panahi que je préfère. C'est pas non plus le plus expérimental ou le plus original. Mais justement, je pense que c'est très bien qu'il ait la palme puisque c'est un film assez grand public qui a aussi un vrai message. Et je suis sûre qu'il peut avoir du succès en salle. Le Grand Prix, c'est-à-dire le deuxième prix le plus prestigieux du festival, a été remis à Valeur sentimentale de Joachim Trier, ou Sentimental Value, comme je l'avais nommé dans l'épisode précédent. Han ikke her for å ordne med salget. Jeg trodde jo det, da, men ja, nå har vi sett prosjekt. Hva sa du? Nei, det jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen. Hvilket prosjekt da? Det det han snakket med deg om. Min film? Den han skrev til meg? Ja, den du ikke ville spille i. Je vous en ai déjà parlé en longueur puisque c'était le film qui m'a le plus bouleversée à Cannes cette année. Et si j'avais été Juliette Binoche, je pense que j'aurais poussé pour que ce soit lui qui ait la Palme d'Or. Je suis déçue qu'il n'ait pas eu la Palme, mais les palmes sont souvent des déclarations politiques, d'autant plus ces dernières années. Et là, il s'agit d'un film intime, beaucoup moins politisé que d'autres œuvres de la sélection et qu'un simple accident. Je comprends donc tout à fait que ça ait été un choix compliqué pour la Palme, mais clairement, c'est un film qui a plu à énormément de monde et j'espère que vous le découvrirez une fois qu'il sortira en salle. Il y a un de mes vœux concernant le palmarès qui a été exaucé. C'est le prix d'interprétation masculine pour Wagner Moura, qui avait été révélé dans la série Narcos et qui joue le rôle principal dans L'Agent secret de Kleber Filho Mendoza. Le film a aussi eu le prix de la mise en scène. Il faut savoir qu'il y a des règles très spécifiques concernant les remises de prix au Festival de Cannes. Depuis 1991, l'année où Barton Fink a quasiment raflé tous les prix, plusieurs nouvelles règles ont été établies et les prix ne peuvent pas être cumulés par un même film. Il n'y a qu'une exception, c'est le prix d'interprétation, qui lui peut être cumulé avec d'autres prix sur dérogation. Et donc c'est ce qui s'est produit avec L'Agent secret. C'est aussi un très bon film dont j'ai failli vous parler à plusieurs reprises. Ça se passe au Brésil en 1977 et le titre est un peu trompeur puisque le personnage principal n'est pas vraiment agent secret. On comprend pas tout de suite son identité, mais ce qui va être révélé, c'est que c'est un universitaire persécuté par la dictature militaire du pays, qui est en fuite et qui essaye de construire une nouvelle vie. Isso é feito aqueles programas americanos de proteção à testemunha. Ali, tudo é feito com muita grana. Aqui, a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. E para te proteger do Brasil. On a été assez gâtés cette année avec des films qui avaient une très belle photo et celui-là était clairement un des plus beaux. Kleber Filho Mendoza, c'est un cinéaste qui avait réalisé le très très beau film Aquarius et aussi Bacurau, qui était un de mes films préférés il y a quelques années à Cannes. J'adore juste la prononciation de ce titre et c'est un film complètement délirant que j'avais découvert sans savoir du tout ce qui allait s'y produire et ça m'avait beaucoup plu comme expérience. Là, on est clairement sur un thriller, un film d'espionnage. C'est aussi un drame sur cet homme qui a été arraché à sa vie et à sa famille pour survivre dans une dictature. Donc il y a aussi un propos politique très fort. Et l'interprétation de Wagner Moura était incroyable. Il y a eu beaucoup de belles performances masculines cette année à Cannes, mais quand j'ai fait mon palmarès idéal, c'est tout de suite à lui que j'ai pensé. Donc je suis vraiment ravie qu'il ait été récompensé. Et vraiment, j'espère que vous aurez l'occasion de voir le film quand il sort en salle. C'est vraiment un grand film. Le prix d'interprétation féminine, lui, il a été remis à Nadia Meliti pour La Petite Dernière. Ça, c'est un film dont je vous avais déjà parlé. Ça parle d'une jeune en banlieue parisienne qui essaye d'explorer son homosexualité. Et la scène finale m'avait vraiment bouleversée. C'était ma plus grosse crise de larmes avant de voir Valeur sentimentale de Joachim Trier. Et rien que pour cette scène, le prix est totalement justifié. Nadia Meliti, c'est son premier rôle. Et elle est vraiment impressionnante. Donc voilà, j'espère qu'on pourra la revoir très vite dans de nouveaux films parce que c'est un début très prometteur.
Pour le prix du scénario, le jury a choisi Jeune Mère des frères Dardenne. Il y a une autre règle implicite à Cannes, c'est que si les Dardenne viennent au festival, il faut leur donner un prix. Ils ont eu 2 fois la Palme d'Or, un prix du scénario, un grand prix, un prix spécial, un prix de la mise en scène, et même un prix totalement inventé pour eux il y a 3 ans, le prix du 75e anniversaire du festival. Et cette année, donc, le prix du scénario que, personnellement, j'aurais plutôt remis à Nouvelle Vague de Linklater. On en avait parlé avec lui, le fait qu'il réussisse à écrire un scénario aussi bon en français, qui n'est pas sa langue natale, avec autant d'humour, de légèreté, et en même temps très informatif sur la Nouvelle Vague. C'était pour moi une belle prouesse. Donc voilà, les Dardenne en sont à leur 8e prix cannois. Si mes calculs sont bons, plus que 2, et ils ont un sandwich gratuit. Ensuite, il y a le prix du jury. C'est la 3e récompense la plus prestigieuse, après la Palme d'Or et le Grand Prix. Et c'est souvent là qu'on trouve mes films préférés. Andrea Arnold, par exemple, est abonnée au prix du jury. Elle l'a eu pour tous ses films en compétition. Et on attend toujours qu'elle ait une palme, parce qu'elle mérite quand même. Et cette année, c'est encore là que se retrouvent 2 de mes prétendants favoris pour la palme. Sound of Falling de Masha Chilinsky, dont je vous parlais dans le 3e épisode du podcast. Je crois que c'est vraiment le film que j'aurais préféré recevoir la palme, même plus que Valeurs sentimentales, parce que Sound of Falling, c'est un film assez expérimental dans sa forme. Une vraie découverte aussi d'une cinéaste que personne ne connaissait, parce que c'est une cinéaste allemande qui n'avait fait qu'un film auparavant. Et donc j'aurais trouvé ça très très stylé qu'elle se retrouve avec une palme d'or, aussi parce que quand les femmes ont une palme d'or, je suis contente. C'est mon petit côté militant. Et cette année, c'était un prix ex-aequo avec donc Sound of Falling et Sirat d'Oliver Lacks. Je vous en avais aussi parlé dans le podcast. C'est un film qui contient plein de surprises, donc on essaye tous de marcher sur des œufs quand on en parle. Mais c'est un film qui se passe dans le désert avec des personnages accros au rave. C'était vraiment pour moi 2 des meilleurs films de l'année et je suis assez déçue qu'ils aient pas eu de meilleur prix. Mais je me console en me disant que le prix du jury, c'est un peu comme la contre-soirée dans la cuisine. C'est généralement là qu'on trouve tous les cool kids. D'ailleurs, c'est un peu pareil avec le prix du meilleur scénario original aux Oscars. Si vous regardez, c'est toujours là qu'il y a le meilleur film de l'année. Et il y en a un qui est sans doute pas déçu, c'est Oliver Lacks, le réalisateur de Sirat. Ce qui est très marrant, c'est que la veille de la cérémonie de clôture, j'ai passé une bonne partie de la soirée avec lui et on en a discuté. En rentrant chez moi, je me suis enregistrée pour pas oublier tout ce qu'il m'avait dit. Je vous laisse écouter. Je lui ai demandé s'il se préparait pour la cérémonie de demain. Évidemment, il était un peu fébrile. Il m'a dit que oui, évidemment, il se préparait. Je lui ai demandé s'il avait préparé un discours. Il m'a dit non, j'improvise tout le temps. Et il m'a dit que quoi qu'il arrive, il avait déjà l'impression d'avoir gagné la palme parce que le film avait été hyper bien reçu et que il allait avoir une longue vie derrière Cannes et que pour lui c'était tout ce qui comptait. Il avait l'air hyper relax et le film sort en septembre. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là, mais il est adorable. Et voilà, je ne sais pas ce que je voulais dire de plus. Il y a quand même un prix qui m'a énervée. Pourtant, je suis très contente que ce film ait été récompensé, mais pas de cette manière-là. Ce prix, c'est le prix spécial qui a été remis à Résurrection de Began. Je vous ai déjà dit dans l'épisode précédent à quel point j'ai adoré ce film. Et donc, le jury a démarré la cérémonie en lui remettant un prix spécial. Pour les gens qui ne s'y connaissent pas, prix spécial, ça veut rien dire, ça n'existe pas. C'est un prix en carton qu'ils ont inventé sans doute parce que seulement une partie du jury voulait le récompenser. Et généralement, quand il y a des trop forts débats et que personne ne se met d'accord pour lui donner le Grand Prix ou la Palme d'Or ou le prix du jury, on va essayer de trouver une mention spéciale, un prix spécial ou pour les Dardenne, le prix du 75e anniversaire du festival. Le prix spécial, c'est comme la gommette à l'école. C'est comme si moi, je me remettais le prix spécial du meilleur podcast de l'année. C'est super cool, mais ça n'a pas vraiment de légitimité. Je suis à la fois très contente que Began ait eu un prix parce que c'est aussi un outil marketing. Ce sera quand même mis sur l'affiche du film. Et un cinéaste qui fait des films aussi singuliers et vraiment peu connus du grand public, c'est quand même bien qu'il y ait un petit coup de projecteur qui soit mis sur son œuvre. Mais quand on sait que c'était un des films les plus singuliers, les plus forts visuellement et les plus mémorables de cette compétition, le fait qu'il reçoive un vrai faux prix est un petit peu décevant. Enfin, il y a un prix que je voulais mentionner, c'est la Caméra d'Or. C'est un prix qui récompense le meilleur premier film, toutes sections confondues au festival. Et c'est souvent là qu'on va trouver un premier regard très fort, la révélation d'un ou d'une nouvelle cinéaste qu'il faut suivre, mais aussi une image vraiment sublime. La Caméra d'Or, c'est souvent un des films les plus beaux visuellement du festival. Et cette année, ça se vérifie aussi. Le prix a été remis à The President's Cake, le gâteau du président. C'est un film irakien, le premier à être sélectionné à Cannes, il me semble. Il était sélectionné à la 15aine des cinéastes et d'ailleurs,
réalisateur Julien Règle me l'avait recommandé quand je lui avais demandé ce qui pouvait m'intéresser cette année à la quinzaine. C'est un film qui se déroule dans un temps très restreint. Ça suit une petite fille dans les années 90 en Irak qui se voit confier la tâche de réaliser un gâteau pour célébrer l'anniversaire de Saddam Hussein, qui est donc visiblement une tradition qui avait lieu à l'époque. Sauf que le pays est en pleine famine à ce moment-là et que donc réaliser un gâteau, c'est déjà très compliqué techniquement et c'est un peu de la torture. Et donc on va suivre la folle journée de cette petite fille qui essaye de récupérer les ingrédients pour son gâteau. Donc c'est un peu Ferris Bueller en Irak. C'est assez charmant, avec un très bon casting enfantin, ce qui n'est pas toujours facile. Et vraiment, en voyant le film, la première réflexion que je me suis faite, c'était la beauté époustouflante des images. Donc je suis vraiment contente qu'il ait récolté ce prix et j'ai hâte de voir ce que le cinéaste fera ensuite. Ça, c'était le palmarès officiel. La Palme d'Or, évidemment, tout le monde connaît. Mais est-ce que vous savez qu'il existe aussi plein d'autres prix et cérémonies à Cannes ? Et ma préférée, c'est la Queer Palm, à laquelle j'assiste tous les ans. C'est une cérémonie qui se déroule la veille de la cérémonie de clôture, le dernier vendredi soir, généralement dans un bar ou une plage privatisée. Forcément, c'est la soirée queer du festival, donc il y a une ambiance un petit peu différente. Dans un festival aussi protocolaire et dominé par le luxe que Cannes, ça fait du bien de se retrouver dans une soirée plus intime qui milite pour la représentation de cinéastes et de films queer. Et cette année, le prix a été décerné à La Petite Dernière, donc film de Afsia Herzi, qui a aussi été récompensé par le prix de l'interprétation féminine. Il y a une scène du film où l'héroïne se retrouve dans une soirée lesbienne avec un DJ set et où tout le monde se met à crier « Vive les lesbiennes ». C'est une scène qui est super belle et évidemment, à la soirée de la Queer Palm, juste après le discours de Afsia Herzi, tout le monde a crié « Vive les lesbiennes ». C'était super chouette. La Queer Palm 2025 est attribuée à La Petite Dernière. Ouais, merci d'accueillir Afsia Herzi. Donc j'ai infiltré le milieu lesbien. J'étais très bien accueillie, j'ai fait plein de soirées. Il y a plein d'autres prix qui peuvent être remis à Cannes. Il y en a un autre assez insolite qui amuse toujours les gens tous les ans, c'est la Palme Dog. C'est une palme qui est remise au meilleur chien du festival. Évidemment, Messi, le chien d'Anatomie d'une chute, a reçu ce prix, l'année où le film a aussi gagné la Palme d'Or. Cette année, la Palme Dog a été remise à Panda, le chien du film The Love That Remains de Inur Palmason. Je sais pas vraiment comment prononcer son prénom, je suis désolée. C'est un réalisateur islandais. C'est lui qui avait réalisé Godland, qui est pour moi un immense chef-d'œuvre, qui était à Cannes il y a quelques années. D'ailleurs, je l'avais interviewé à cette occasion. Et j'ai beaucoup aimé son nouveau film, qui est beaucoup moins épique. C'est une chronique familiale qui se déroule pendant l'année qui suit le divorce d'un couple avec 3 enfants. Et donc, on voit un peu comment la famille va gérer ce divorce. C'est très drôle, c'est charmant. C'est une chronique familiale, mais vraiment à la manière de Palmason, avec une mise en scène absolument folle, un sens du cadre vraiment incroyable, et plein d'irruptions surréalistes tout au fil du film. Et effectivement, le chien Panda m'a beaucoup marqué, donc je suis ravie qu'il ait reçu ce prix-là. En tout début de festival, j'ai aussi eu l'occasion d'interviewer une autre professionnelle de l'ombre du Festival de Cannes, Anaïs Duché, traductrice et interprète. Elle a pendant longtemps été l'interprète officielle de la quinzaine, ce qui veut dire qu'elle montait sur scène avec les cinéastes étrangers pour traduire les rencontres. Elle traduit aussi parfois les sous-titres des films qui sont diffusés à Cannes. Elle va aussi traduire des dossiers de presse. Et maintenant qu'elle est freelance, à Cannes, elle est un peu couteau suisse et elle va aussi intervenir, par exemple, sur les interviews avec la presse. Il se trouve que c'est aussi une fan d'Ami. Et pendant notre rencontre, elle m'a raconté les dessous de son boulot pendant le festival et ses meilleures anecdotes avec de grands cinéastes. On était au tout début du festival et j'avais pas encore très bien compris comment utiliser mes micros, donc vous verrez, le son est pas terrible, mais ce qu'elle m'a raconté était vraiment passionnant. Ça t'est arrivé de, par exemple, faire les sous-titres pour des films qui étaient en compétition ? Oui, ça m'est arrivé et même j'ai eu la chance de sous-titrer 2 films qui ont ensuite eu la Palme d'Or et en plus 2 années de suite. Waouh, lesquels ? C'était Sans filtre en 2022 et Anatomie d'une chute, donc les dialogues anglais vers le français d'Anatomie d'une chute. Quand tu dois faire des sous-titres des films, tu les reçois, j'imagine, très très en avance. J'aimerais bien, c'est pas toujours le cas, ça dépend. Quelquefois on reçoit très très en avance, parfois on reçoit un premier montage, donc ça veut dire que c'est pas définitif.
Donc on a des images un peu de travail, ce qui m'est arrivé sur Anatomie d'une chute par exemple, j'ai reçu un premier montage. À Cannes, c'est quoi le plus compliqué dans ce que tu fais? C'est d'enchaîner les journées. Quand j'étais l'interprète officielle, c'était vraiment de switcher d'un film à l'autre. On avait 3 films par jour à présenter et donc de switcher d'une équipe à l'autre, de passer d'un film à l'autre. On arrive avec la tête pleine de tous les films qu'on a visionnés parce qu'il faut les visionner avant. Être avec une équipe, absorber, on est une éponge quand on est interprète, donc absorber des émotions d'une équipe et hop en sortir et à peine avoir eu le temps de dire bonjour, de créer un lien parce que quand on est interprète on a besoin de créer une sorte de lien, de fusion, d'osmose avec les gens qu'on traduit. Donc tu les rencontres un petit peu avant la projection officielle pour dire bonjour, c'est moi qui veux traduire, etc. J'essaye, ouais, toujours dans le meilleur des cas, oui. Après je vois si c'est des personnes qui ont envie de parler ou pas trop envie de parler, je les laisse dans leur coin. C'est des gens qui sont aussi très stressés parce que leur film est en première mondiale ici. Il y a des gens qui ont besoin d'extérioriser, au contraire d'être dans leur bulle, donc ça j'essaie de capter ça en permanence pour essayer d'ajuster et de créer le lien dont ils ont besoin. Et ce que tu préfères à Cannes, c'est quoi? Rencontrer mes idoles, notamment. C'est quoi la plus belle rencontre? Il y a des gens dont je suis devenue fan. Par exemple, Sean Baker, on l'a eu pour Florida Project. Et vraiment, ce mec-là m'a paru tout de suite extraordinaire. Il est adorable. Pareil, il a eu le parcours qu'il a eu. Et après, dans les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont beaucoup impressionnée, il y a eu des actrices, Laura Dern et Demi Moore récemment. Et puis des cinéastes comme Joel Cohen, Peter Weir, David Fincher et encore récemment Wes Anderson et Darren Aronofsky. Ils sont sympas? Ouais, alors ils sont sympas. Parfois certains ont mauvaise réputation, en tout cas sur les tournages. En général, quand ils arrivent en représentation, c'est des gens qui sont très professionnels, donc ils sont charmants. Ils ont intérêt en plus à être charmants avec moi parce que je suis leur porte-parole. Et est-ce qu'à l'inverse, on dit parfois qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles parce qu'on peut être déçu ou un petit peu brusqué, se rendre compte qu'une personne qu'on admire n'est pas si sympa que ça? Ça t'est arrivé d'avoir des déceptions comme ça? Non, j'ai pas eu de déception. Ce qui est génial dans mon métier, c'est que justement, je passe un peu de l'autre côté. Moi, j'ai une âme de midinette, vraiment au fond. Mais quand ce sont des gens avec qui je vais travailler, le rapport est très différent. Donc en fait, je me pose pas la question et finalement, je vais avoir un rapport qui va être totalement autre que celui de groupie à star. Après, il y a 1 ou 2 personnes vraiment sur mes 9 années d'interprète où c'était un peu un cauchemar, mais c'est rarissime. Rarissime. C'est quoi le film que tu fais toujours semblant d'avoir vu? Le Parrain. Ah. Alors moi, c'est vrai que quand je dois étudier notamment la filmo entière d'un réalisateur, il va parfois me manquer 1 ou 2 parce que j'ai manqué de temps et donc effectivement je vais un peu prier pour que l'anecdote ne porte pas là-dessus. Je me souviens que sur The Game de Fincher par exemple, j'ai merdé parce que je l'avais vu il y a trop longtemps. Je n'avais pas revu pour l'occasion et il a décrit une scène et j'avais pas la ref, enfin, en tout cas pas suffisamment précisément. Donc j'ai traduit un peu dans le vague parce que quand on ne sait pas de quoi on parle, la traduction c'est vraiment du contexte et si on ne sait pas, on va traduire vague et ça se sent. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moins vite. I had a dream about this place. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Il reste un film dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler et qui n'a pas reçu de récompense cette année à Cannes. C'était le tout dernier à être diffusé en compétition. Et c'est pas la première fois que ça se produit pour cette réalisatrice. C'est Kelly Reichardt, dont j'adore tous les films. Surtout Wendy et Lucy, First Cow ou encore Showing Up, qui était le dernier en date montré à Cannes. C'est une réalisatrice indépendante américaine, très indépendante. Et ce film, c'est The Mastermind. Contrairement à ce que j'espérais, ce n'est pas un biopic de Taylor Swift, mais c'est quand même très bien. Ça se passe dans les années 70 et ça parle d'un petit braqueur de musée qui est joué par Josh O'Connor, dont un des casses va mal tourner. Ça se déroule donc sur fond de guerre du Vietnam et à travers cette histoire en apparence assez simple et contenue, ce que le film raconte, c'est aussi le basculement de la société américaine. Ce héros, c'est un père de famille en apparence bien sous tout rapport, un square, un fils de bonne famille qui appartient plus à la culture américaine des 50s très traditionnelle et qui a une femme, 2 enfants, une maison pavillonnaire et qui va, à cause de ce qui se produit au début du film, se transformer progressivement en vagabond
sans identité, il va endosser l'image d'un hippie, il va croiser des mouvements de contre-culture américains. Ça m'a rappelé un petit peu les thématiques de la série Mad Men qui se passe dans les années 60, mais qui raconte aussi ce glissement très perturbant pour la société américaine de l'époque. Et ce que ça raconte aussi en filigrane à travers le personnage de la femme, du héros, c'est la manière dont toute une génération de femmes ont été trahies, blessées ou délaissées par les hommes à cette époque. On le voit à travers sa relation avec sa femme, mais on le voit aussi avec des mères qui manifestent à un coin de rue contre la guerre parce qu'on leur prend leur fils. On le voit aussi avec un personnage dans un bus qui est emprunté par le héros, un personnage de femme avec son bébé et son mari qui s'apprête à partir à la guerre et qui se retrouve donc elle aussi abandonnée. Et ce qui m'agace toujours un petit peu, c'est qu'à chaque fois qu'on sort d'une projection d'un film de Kelly Reichardt, on entend des gens dire que c'est un petit film, que c'est un film anecdotique. Et en fait, Kelly Reichardt, c'est une cinéaste qui a un style assez discret, qui a des films vraiment pas ostentatoires, qui sont écrits avec beaucoup de justesse, mais aussi beaucoup de finesse. Parfois des films avec assez peu de dialogue et qui semblent raconter des petites histoires, entre guillemets. Or là, derrière cette petite histoire, il y a aussi toute l'histoire de l'Amérique qui se joue. Donc pour moi, ça n'a rien d'anecdotique. C'est vraiment un biais chez beaucoup de critiques que je trouve un peu regrettable. Et c'est vrai qu'on peut sortir de ces films en se disant... Ouais, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est souvent des films qui restent très longtemps en mémoire et dont on se souvient après de l'ambiance, de l'atmosphère qui a été très bien reconstruite. C'est des films qui opèrent un petit peu de manière sourde et discrète et je pense que c'est totalement le cas de celui-là. Et donc, je serais très curieuse de voir ce que les gens qui l'ont qualifié d'anecdotique en penseront encore dans 3 mois. Je me souviens qu'on avait aussi dit la même chose il y a quelques années pour Showing Up et pour moi, ça reste un des meilleurs films qui avait été diffusé cette année-là à Cannes. J'espère qu'un jour, Kelly Reichardt aura une Palme d'Or. Je reconnais que là, dans une compétition assez chargée avec des films beaucoup plus rentre-dedans, en fait, comme Résurrection, comme Sirat, celui-là allait peut-être moins se faire remarquer. Mais parfois, les films discrets peuvent aussi être de très grands films. Et je pense que les films de Kelly Reichardt en sont vraiment la preuve. J'adore les sushis. Because baby, I'm not good enough. Yes, you are. This is the girl. Winning's winning. Au fil des épisodes de ce podcast, j'ai parlé, je pense, de tous mes plus gros coups de cœur du festival. J'ai adoré Sound of Falling de Masha Schilinski, Valeurs sentimentales de Joachim Trier, Résurrection de Bigan, L'agent secret de Kleber Fio Mendoza, Dossier 137 de Dominique Moll, Nouvelle vague de Richard Linklater, Sirat d'Oliver Lax. En dehors de la compétition, j'ai aussi adoré Love Me Tender d'Anna Cazenave-Cambé, que j'ai pu interviewer, Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski, que j'ai aussi interviewé, ou encore Des preuves d'amour d'Alice Douard. Et j'espère bien pouvoir vous reparler de tous ces films quand ils sortiront en salle. Mais je voulais aussi faire une petite section mention honorable avec d'autres chouchous. Et d'abord, j'aimerais remettre la palme du film qui aurait dû être en compète. Ce film, c'est Yes, de Nadav Lapid. Je vous en ai un petit peu parlé dans l'épisode précédent. J'ai interviewé Nadav Lapid et j'ai été vraiment assez bousculée par ce film, qui est pas facile à aimer, mais que je vous recommande vraiment. Ça parle d'un artiste qui choisit de faire de la propagande pour Israël après le 7 octobre. Et c'est vraiment un point de vue très très fort, d'autant plus que Nadav Lapid est cinéaste israélien et qui se questionne toujours dans ses films sur son rapport à Israël et sur la politique israélienne dont il est très critique. Pour moi, c'est un grand film qui offre une vision vraiment unique sur l'actualité et sur la guerre à Gaza. Et je pense qu'il aurait dû être en compète, voire même récolter un très grand prix en compète. La palme des plus beaux décors, je la remets à Renoir de Chie Hayakawa. Je vous en ai déjà parlé. Les décors de ce film sont absolument somptueux. Je voulais aussi remettre la palme du meilleur Raoul. On en a parlé dans l'épisode 3, crier Raoul dans la salle de Bussy, dans les projections du soir. C'est une tradition cannoise assez étrange et très très plaisante. Je vous avais aussi dit que le Raoul disparaissait depuis quelques années. Il y a même plein de gens qui ne l'ont jamais entendu et qui ne connaissaient pas l'origine de cette tradition. Et je suis très heureuse parce que cette année, Raoul semble avoir été ressuscité. On a eu, à partir du 3e, 4e jour du festival, de très très beaux Raoul en salle de Bussy. Étant extrêmement mégalo, je vais m'attirer tout le crédit pour ce revival. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais je suis vraiment contente d'avoir pu vivre ça. Moi-même, j'ai pu crier mes premiers Raoul cette année. J'ai enfin osé. Et les séances pendant lesquelles on a eu les plus beaux cris, c'était Alpha de Julia Ducournau et Résurrection de Bigan. Et aussi Nouvelle vague de Richard Linklater. Souvent, on sent que c'est parce que le public est aussi très très enthousiaste à l'idée de découvrir un de ces films-là. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine, Raoul continuera de retentir dans la salle de Bussy. La palme des tympans crevés, c'est Die My Love de Lynn Ramsey.
La palme de la meilleure blague de paix, Résurrection de Big Anne. Alors, il n'y a pas de prix de la révélation masculine comme au César à Cannes, mais s'il y avait une palme de la révélation masculine, je l'aurais clairement donnée à Guillaume Marbeck, qui joue Godard dans Nouvelle Vague. C'est son premier rôle au cinéma et c'est complètement fou, il est vraiment génial, j'ai hâte de le revoir. J'aimerais aussi remettre la palme de la plus belle éclosion artistique à Kristen Stewart, qui présentait son premier long-métrage à Cannes, dans la section Un certain regard. Ce film, c'est La chronologie de l'eau, ou The Chronology of Water, avec un superbe accent. Et c'est un film d'une assurance créative assez folle. On sent tout de suite que Kristen Stewart a un univers très particulier et qu'elle a un regard déjà très affirmé en tant que cinéaste. C'est aussi une actrice que je trouve assez brillante. Et là, vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qu'elle va réaliser par la suite. La palme de la meilleure soirée, je la remets à la soirée Que ma volonté soit faite, qui était au Vertigo. C'est un petit club, donc déjà, il y avait une ambiance très intime. C'était très très cool de voir toute l'équipe du film danser et célébrer le succès du film à Cannes. Et puis, il y avait un DJ set de Rag, et c'était un DJ set exceptionnel. Franchement, on a passé toute la soirée à chasamer tous les morceaux. Donc voilà, je pense que ça reste mon meilleur souvenir de soirée cette année. Et pourtant, j'étais éclatée. Mais je voulais pas partir tellement c'était bien. J'ai aussi eu l'occasion de discuter avec le critique ciné N.T. Bean. Il travaille pour la revue Positif depuis 1979 et il vient à Cannes depuis 1991. Il a animé des dizaines de conférences de presse à Cannes. Il a aussi appartenu au comité de sélection de la sélection officielle. Et il fait partie des gens qui ont un très convoité badge rose pastille, le Graal quand on est à Cannes. En gros, à Cannes, les accréditations presse sont hiérarchisées par couleur. Tout en bas de l'échelle, c'est les badges jaunes. Un petit peu au-dessus, il y a les bleus, ensuite les roses, et tout en haut, les roses pastilles. Et les blancs, mais là, on est sur du méga VIP. Perso, je ne connais personne qui ait un badge blanc. Et les couleurs, elles étaient très importantes, surtout à l'époque où on faisait encore la queue devant les salles de projection parce qu'il n'y avait pas de billetterie en ligne pour réserver nos places. La couleur du badge, elle était cruciale parce qu'elle déterminait l'ordre de priorité dans lequel on pouvait rentrer dans la salle. Quand j'étais jeune, par exemple, il m'est arrivé de faire la queue pendant 3 heures et ne quand même pas rentrer parce que la salle était déjà remplie par tous les badges roses et les badges bleus. C'était le cas avec Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. J'ai dû m'y reprendre à 3 reprises pour voir ce film. Alors que quand j'avais un badge rose, je pouvais arriver 2 minutes avant le début d'une séance et on me laissait quand même rentrer. Donc ça peut changer beaucoup de choses. Maintenant, la différence se ressent beaucoup moins, à mon avis. Mais bref, comme Bean a beaucoup plus d'expérience que moi, je voulais qu'il me raconte le festival de son point de vue à lui. La première fois que je suis venu à Cannes, c'est parce qu'à l'époque, je faisais de la production et j'ai produit un seul long métrage dans ma vie. Et ce long métrage a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Donc à cette occasion-là, j'en ai profité pour me faire accréditer en tant que critique de cinéma. Et je me suis aperçu ce que c'était que Cannes. On se rend pas du tout compte tant qu'on n'y a pas été. C'était quoi la première impression, justement, en arrivant ? C'est un peu comme dans le conte de fées Hansel et Gretel quand ils arrivent devant la maison de pain d'épices et qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent manger toute la maison. Mais gâtés à un point, quand on est cinéphile, c'est carrément délirant, quoi. C'est extraordinaire. Alors ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, j'avais déjà vu des montées de marche à la télévision, mais la première montée des marches, je dois dire que c'est inoubliable. Alors j'essaye de remonter à l'origine de la tradition qui consiste à crier Raoul en Debussy. Début des années 90, il y avait déjà Raoul. Ouais. Donc ça fait au moins une 30aine d'années. Et je me souviens qu'au début, on échafaudait des hypothèses pour savoir. Il y en a qui disaient que c'était à cause de Raoul Ruiz. Et je pense pas que c'était Raoul Coutard. Ça fait partie du folklore. Est-ce qu'il y a d'autres traditions comme ça qui se sont un peu perdues ? Moi, ça fait que 10 ans que je viens, donc je me demande s'il y a d'autres choses qui ont changé au Festival de Cannes que j'aurais peut-être pas connues, moi. Il y a les films. Les films sont différents ? Le Festival de Cannes évolue en fonction du cinéma. Et même d'une année à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des années qui sont des bons crus, des années qui sont des moins bons crus, tout en restant quand même à un niveau très élevé. C'est-à-dire que quand on fait la fine bouche à Cannes, parfois on revoit le film quand il sort à Paris et on l'aime 2 fois plus. Ouais. Parce que comparé à tout ce qui sort à côté, c'est quand même bien meilleur. Exactement. Et comme ici on n'a que le haut du panier, c'est vrai que ça nous rend plus difficile. Il y a une chose qui a changé radicalement, c'est la disparition des casiers de presse. Ça, c'est une chose énorme, puisque je me souviens que après chaque grande projection de presse, notamment quand les séances de 8h30 du matin étaient vraiment les toutes premières projections d'un film. Ouais. Maintenant, en général, c'est la deuxième projection. Les journalistes ne peuvent pas voir les films avant tout le monde. À cause de Sean Penn. À cause de Sean Penn. À la fin de la séance de 8h30, en général, vous aviez 1000 journalistes qui se retrouvaient, ils avaient leur petit casier où ils allaient chercher les dossiers de presse et échanger sur le film qu'ils venaient de voir.
Alors, il y a des gens qui s'écharpaient. Il y a beaucoup de gens aussi dont on voyait qu'ils se taisaient pour écouter ce que disaient les autres avant de formuler leur jugement. Parce qu'on n'est pas toujours sûr, en sortant d'un film, une espèce d'état second. Et les échanges les plus animés, et du coup aussi les plus chaleureux que j'ai eus, c'était grâce à ces conversations à l'étage des casiers de presse. Et maintenant, tout se fait en ligne. Donc, il n'y a plus de casier. Moi, j'ai eu un casier les premières années. Mais c'est vrai que c'était le début pour moi, j'étais hyper timide, donc je parlais à personne. Je récupérais mon courrier et puis après, je partais. Sinon, il y a des choses un peu parallèles à l'activité de critique et pour lesquelles, moi, j'ai des souvenirs extraordinaires. Les comités de sélection de Cannes, la sélection officielle, sont composés de critiques de cinéma et de journalistes de cinéma. Donc, j'ai eu de la chance de faire partie du comité de sélection. À une époque où c'était beaucoup moins médiatisé qu'aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant on connaît les membres des comités de sélection, mais à l'époque, c'était pas secret, mais c'était pas révélé. Moi, je me souviens qu'on voyait une 60aine de films français sur une durée de 4-5 mois. Et ça, c'est fabuleux parce que il y a ce frisson que je n'ai jamais retrouvé depuis, de se voir confronté à des films dont on ne sait rien. Je vous cite un exemple parmi des centaines. On voit arriver un film en copie-travail et on n'a pas le temps de regarder l'affiche, mais Gilles Jacob, qui était délégué général à l'époque, on regarde le film, le début, il n'y avait pas de générique. Au bout de 5 minutes, Gilles Jacob se retourne vers moi. Il me dit « Bin, est-ce que vous comprenez le dialogue là ?» Je dis « Écoutez Gilles, je comprends pas tout, mais c'est bien. Hein. » Il me dit « Oui, c'est bien. Hein. » En fait, c'était la haine. Waouh. Et on ne savait rien, en fait. On ne savait rien. Quand vous accompagnez comme ça un film, même on a l'impression, avant qu'il naisse, à sa naissance. Ensuite, vous êtes comme investi, c'est-à-dire le jour de la projection de La Haine, on était hyper fébrile ici, parce qu'on l'avait sélectionné, et il a eu le prix de la mise en scène. Et ça, c'est des moments fabuleux. Ça doit être une grosse fierté. Ah ouais. Mais je me souviens aussi, à contrario de certains films qui ont été mal accueillis. On sélectionne un film, et puis, par exemple, il se fait huer. C'est très prétentieux de dire ça, mais c'est comme si on avait participé à la réalisation du film. Et que, à cause de nous, on l'avait envoyé au casse-pipe pour se faire huer. Donc, on est vraiment terrassé. C'est une responsabilité, vraiment. Vraiment, je suis désolée. I'm so sorry. Je suis désolée. Pas autant que moi. Et enfin, dans un épisode de ce podcast, j'ai parlé des mea culpa et du fait que parfois on passe à côté de certains films à Cannes parce qu'on est fatigué, parce qu'on l'a pas vu dans les bonnes conditions, parce qu'on était pressé et qu'il fallait qu'on aille faire autre chose après. Ou parfois on a une réaction très viscérale, on va détester un film et puis finalement il nous reste en tête. Et là, je me pose déjà la question de certains films que j'ai vus, que j'ai pas aimés et que je vais peut-être réapprécier avec le temps quand j'aurai pu un petit peu me reposer. Je pense notamment à Eddington de Ari Aster. J'ai détesté ce film, ou en tout cas, je l'ai vraiment pas beaucoup aimé, alors que j'adore Ari Aster et notamment son début de carrière quand il faisait des films d'horreur. Je sais pas si j'ai hâte de le revoir parce que le film m'a vraiment épuisée, mais je dois dire que, rétrospectivement, c'est un film avec un regard tellement spécifique que je ne peux qu'admirer ça, en fait. C'est pas pour tout le monde, mais j'admire les films qui tiennent une ligne très spécifique et qui ne ressemblent à rien d'autre. J'ai trouvé le film grossier, épuisant, mais en fait, plus les jours passent et plus ce sentiment-là s'estompe. Et j'en garde juste pas mal d'images, des moments très très forts et absurdes. Et donc, peut-être qu'en fait, il faut que je le revoie. Et je pense aussi à Die My Love de Lynn Ramsey, sur lequel je me suis vraiment interrogée pendant 2 jours. J'ai pas aimé l'expérience parce que ça m'a pété les tympans et parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop maximaliste, avec une surenchère de violence envers le personnage principal, une surenchère qu'on pourrait même qualifier d'hystérique, avec tout le poids un peu sexiste que ce mot peut comporter, mais on était plusieurs à se dire pendant le festival que le film avait peut-être quelque chose d'un peu misogyne. Mais en fait, c'est aussi un film qui m'a laissé une impression très forte. Et donc, je dois avouer que une fois que le festival est fini, même les films que j'ai détestés de manière très forte ou qui m'ont beaucoup, beaucoup questionné, je me retrouve plutôt à les admirer parce que le pire, c'est un film dont on se souvient pas. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Merci à Anaïs Duché d'avoir répondu à mes questions. Merci les pizzas, merci les mouettes, merci le glacier Villefeu. Ce n'est pas sponsorisé, mais juste les glaces étaient très très bonnes. Merci les copains, merci la plage Magnum, merci le Festival de Cannes, merci Raoul. Merci pour tous vos commentaires et vos retours. C'était vraiment précieux, avec la fatigue, de voir quand même que le podcast vous plaisait, parce qu'on a tenté plein de choses et on est très contente de la réception.
On va faire une petite pause parce que ça a été quand même assez fatigant tout ça. Mais je reviens très vite avec le podcast Amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Et j'espère revenir très vite vous raconter tous les films que je me fais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi trouver sur Spotify ma playlist Cannes 2025 qui répertorie tous les meilleurs morceaux qui ont été entendus dans des films à Cannes cette année. À plus! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Et au fait, je t'ai pas dit? Ouais? Anaïs, elle se fait des films! Mais non!